Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Kevin. Alors Daniel, nous allons commencer ce journal par un point sur les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Oui, effectivement, l'Iran a rendu public hier soir l'essentiel de sa réponse aux propositions américaines dans les négociations entre les deux pays. Selon l'agence de presse iranienne, le régime des Mollahs veut mettre fin à la guerre et veut régler ses différends avec les Américains dans un délai d'1 mois. Dans cette réponse, les Iraniens exigent des garanties américaines qu'ils ne seront pas attaqués dans l'avenir, que le cessez-le-feu concernera l'ensemble des fronts, c'est-à-dire y compris celui du Sud-Liban. Ils réclament également le retrait des forces américaines de certaines zones et la levée du blocage américain des ports iraniens. Par contre, la proposition n'apporte pas de réponse claire au dossier du nucléaire iranien. Et dans ce contexte, les Américains ont repoussé la réponse iranienne. Oui, le président Trump n'est pas du tout satisfait par la réponse iranienne. Il a écrit durant la nuit sur son réseau de Truth que l'Iran n'avait pas payé assez cher ce qu'elle a fait à l'humanité. Il a déclaré qu'il était possible que les attaques militaires américaines contre des cibles iraniennes reprennent. Si nous avions cessé nos pressions maintenant, il faudrait encore 20 ans aux Iraniens pour se reconstruire, mais nous ne cesserons pas nos pressions pour l'instant et nous agissons afin que personne ne puisse revenir dans 2 ou 5 ans nous déranger. Le blocus américain des ports iraniens s'avère porter un coup très dur à l'économie iranienne. Oui, effectivement, selon les estimations des experts occidentaux, le blocus américain que le président Trump a qualifié de génial fait perdre aux Iraniens au cours des 20 derniers jours près de 5 milliards de dollars. Parallèlement, ce blocus oblige les Iraniens à réduire leur production de pétrole car leurs capacités de stockage sont de plus en plus réduites et que des dizaines de pétroliers iraniens sont paralysés dans les ports. Selon la CENTCOM américaine, il y aurait actuellement 38 pétroliers iraniens bloqués en mer avec dans leur cale quelques 53 millions de barils. On comprend pourquoi pour l'instant le président Trump n'a pas l'intention de renoncer à ce puissant levier de pression. Au Sud-Liban, Tsahal a reçu l'ordre d'élargir ses opérations afin de tenter de neutraliser les drones offensifs, Daniel. Oui, l'armée de l'air israélienne a hier bombardé des sites qui abritent la production de ces fameux drones explosifs. Au total, ce sont plus de 120 cibles du Hezbollah qui ont été détruites pour la seule journée d'hier. Il s'agit de sites en profondeur au Liban. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a indiqué que les forces de Tsahal avaient obtenu le droit de frapper plus profondément au Liban. Cela répond donc aux critiques émises au cours des derniers jours par des ministres du gouvernement israélien qui se sont insurgés contre les limites imposées par l'administration Trump à Israël dans son combat contre le Hezbollah. Des critiques également formulées par des officiers supérieurs de Tsahal. Ceci étant, dans les localités israéliennes frontalières, on a décidé de modifier quelque peu les mesures de sécurité, en particulier pour les transports scolaires. Il a été décidé de diminuer de moitié le nombre d'écoliers et de lycéens dans ces transports et de multiplier par 2 le nombre d'autobus, et ce afin de garantir plus encore la sécurité des jeunes Israéliens se rendant à l'école. Sur le plan diplomatique, les Américains voudraient organiser au plus vite une rencontre entre Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou. Oui, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, qui a rencontré hier le président libanais et le Premier ministre libanais. Il les a pressés d'accepter une rencontre à Washington entre Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou. Mais le président libanais est très réservé, pour ne pas dire opposé, à une telle rencontre pour l'instant. Aoun a dit qu'il voulait un accord avec Israël, certes, ce qui lui a coûté la colère du Hezbollah, mais il ne veut pas aller vers une rencontre avec Benjamin Netanyahou et se faire photographier avec le Premier ministre israélien tant qu'il n'y aura pas des garanties sérieuses pour l'avenir de son pays. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir aujourd'hui. Oui, à l'ordre du jour de cette réunion du cabinet restreint israélien, la possible reprise des combats dans la bande de Gaza contre le Hamas. Côté israélien, on affirme en effet que le Hamas n'a pas respecté ses engagements, ne s'est pas donc désarmé. Israël dialogue avec les médiateurs qui sont le Qatar et l'Égypte afin de bien préciser que sans ce désarmement, eh bien, les combats reprendront dans la bande de Gaza. Au sein de Tsahal, on affirme que le Hamas se renforce dans la zone qu'il contrôle et qu'il faut envisager une nouvelle opération militaire pour désarmer le mouvement terroriste. Le problème est que l'armée israélienne est actuellement sollicitée, comme on le sait, au Sud-Liban et qu'il n'y a pas suffisamment de réservistes pour maintenir les deux fronts au nord et dans le sud du pays. Et puis, pour terminer, Daniel, une information importante à propos de la fameuse ligne jaune dans la bande de Gaza.
Oui, il s'avère qu'au cours des derniers mois, l'armée israélienne a repoussé peu à peu la ligne jaune et de facto, l'armée israélienne ne contrôle plus seulement 53% de la bande de Gaza, lorsque c'était le cas en septembre dernier, mais près de 60%. Du côté du Hamas, on affirme qu'avant de passer à la seconde phase de l'accord, il faudra qu'Israël respecte la première phase. Et puis sur le terrain, sachez que 3 terroristes du Hamas qui avaient tenté de franchir cette fameuse ligne jaune hier ont été éliminés par les soldats de Tsahal. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Après un Shabbat, vous l'avez remarqué, estival, le temps va totalement changer en fin d'après-midi. Au cours des 2 prochains jours, nous allons assister à une baisse sensible des températures et à des pluies éparses, avec des pluies qui devraient se renforcer et des baisses de température assez sensibles qui pourraient nous conduire même à de la neige sur le mont Hermon pour la journée de mardi. En attendant, les températures prévues aujourd'hui sont relativement, on va dire, printanières. On va dire 25 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et sur le littoral, 28 à Beersheva et 32 degrés à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Daniel Habert. Daniel, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue, vous enseignez vous enseignez les relations internationales, on va dire comme cela, en France et aussi en Israël. Et avec vous, je voudrais avoir d'abord votre appréciation. On a souvent l'habitude de vous solliciter pour parler des relations entre Israël et la Chine. On va en parler. On va parler de la place de la Chine dans le conflit actuel. Mais avant tout, je voudrais avoir votre appréciation, parce qu'on ne l'a pas eu depuis le début du conflit, votre appréciation sur cette guerre qui est censée être dans une période de cessez-le-feu, mais qui se poursuit d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, avec le blocus américain en direction des ports iraniens, et puis de l'autre côté, le Hezbollah et Israël et le Hezbollah avec un cessez-le-feu qui n'en est pas véritablement un. Quel regard vous portez après 2 mois de guerre, plus que 2 mois de guerre même? Écoutez, j'écoute comme vous tous les débats et je suis frappé par le fait que la plupart des commentateurs font semblant de ne pas comprendre, non pas le déroulement de la guerre, je crois que tout le monde le voit et y insiste, mais l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ils font semblant de croire que l'Iran est un pays avec qui on peut parler, que c'est un pays un peu comme les autres, souverain. L'attaquer, c'est violer le droit international. Il a le droit, au fond, de développer toutes les armes comme n'importe quel autre pays. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'Iran fait partie du mouvement le plus dangereux au monde, qui s'appelle l'islamisme, qui est le totalitarisme du XXe siècle, comme le furent le nazisme, le fascisme japonais, le bolchevisme stalinien au XXe siècle, qui ont été vaincus, mais il a fallu beaucoup d'efforts et de longues années pour les vaincre, et beaucoup de drames. Et donc, on est face à la même chose. Et donc, faire semblant de croire que l'Iran est un pays avec qui on peut parler, c'est un pays, disons, entre guillemets, normal, c'est ça l'erreur. C'est un pays qui est un pays fanatique, drivé par une idéologie mortifère, et faire ce que fait Israël et faire ce que font les Américains, c'est incontournable, indispensable. Alors, est-ce que c'est une maladie de l'Occident, on va dire, de vouloir considérer des ennemis qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas rationnels, qui sont effectivement des ultra-radicaux, des jusqu'au-boutistes comme l'Iran, de vouloir en faire des ennemis rationnels que l'on peut peut-être d'une certaine manière apaiser en donnant, peut-être en proposant des cessez-le-feu, puis des accords, puis des règlements. Il n'y a pas une mauvaise compréhension, une mauvaise perception, on va dire, de la part de l'Occident? Il suffit de se rappeler la période des années 1930, où on disait bonjour à Monsieur Hitler, où on lui serrait la main, on le recevait, et où on a signé des accords qui s'appelaient les accords de Munich. Oui. Et tous les historiens, après la Deuxième Guerre mondiale, ont dit on s'est trompé, on a fait une erreur majeure qui nous a coûté des millions de morts, la Shoah et d'autres choses. Ne nous laissons plus piéger à l'avenir, et on
recommence. Donc vous avez parfaitement raison. C'est un aveuglement, probablement en partie volontaire, qui est lié au fond à l'affaiblissement d'abord de la capacité militaire de l'Occident, surtout l'Europe bien sûr. Les Américains heureusement sont encore là. Et puis un affaiblissement du psychisme, un affaiblissement de la volonté de survivre. Et Israël est une espèce de modèle que les Européens admirent. Parce qu'on entend beaucoup d'admiration sur ce que fait Israël. Oui, c'est une maladie de l'Occident. Alors, concrètement, aujourd'hui, on est dans une situation où les Américains semblent vouloir jouer la carte de la fermeté. Ils le font à travers ce blocus dont on parlait et qu'ils maintiennent et qui, on va dire, affaiblit considérablement l'Iran. On se demande même pourquoi ils n'ont pas commencé par cela aussi, ou ils n'ont pas joué cette carte-là, même depuis le début, parallèlement au bombardement. Mais je voudrais mieux comprendre un peu les changements qui sont en train de se produire dans le Moyen-Orient, parce qu'on assiste, on a vu au début de la guerre, les bombardements de l'Iran contre les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Est-ce que on assiste peu à peu à des changements qui peuvent être tectoniques dans cette région, c'est-à-dire une prise de conscience ou alors un retour, on va dire, de la confrontation la plus dure entre l'islam sunnite et l'islam chiite? Non, moi je vois pas de confrontation entre les deux islams, d'autant que les gens oublient beaucoup que l'Iran a été un lieu de fusion des deux islams. Ali Khamenei, qui vient d'être éliminé, qui a géré l'Iran pendant 35 ans, 37 ans, a été le traducteur des écrits sunnites de Hassan el-Banna et du grand idéologue des frères musulmans qui s'appelait Sayed Qutb. KUTB. Et donc, il avait intégré Khamenei, la pensée sunnite et la pensée chiite. Donc, je crois que ce à quoi on assiste, c'est plutôt un reclassement des différentes puissances par rapport d'abord à la Russie, qui a été progressivement éliminée du Moyen-Orient. Il ne restait plus que la Syrie, et où on voit donc que les Américains sont restés un petit peu seuls au Moyen-Orient, et qu'au fond, tous les trois grands blocs de population, les Turcs, les Perses et les Arabes, sont tous en lien avec les États-Unis étant amis et des Turcs et des Arabes, et étant le principal ennemi de l'Iran. Donc ce qui se constitue, c'est une coalition anti-Iran, oui. Avec des hésitations, parce que vous parliez de la Chine, on va peut-être en parler. Voilà. Justement, je voulais parler de la Chine parce que on doit bien avouer que la Russie ne soit pas présente. On peut le comprendre, elle a d'autres chats à fouetter, si je puis dire comme ça, avec la guerre contre l'Ukraine. Mais pourquoi la Chine est-elle si tiède, pour ne pas dire un peu glaciale, envers un soutien à l'Iran qui est son allié, on va dire, un de ses alliés les principaux, les plus importants? Alors, il faut retirer le mot allié. Oui. La Chine n'a pas d'alliés, c'est une politique très ancienne, elle n'a pas d'alliance, elle ne donne de garantie de sécurité à personne, c'est vraiment une position très ferme. Elle a des partenaires, souvent de circonstances, et donc si on regarde un petit peu la politique de la Chine depuis qu'elle s'intéresse au Moyen-Orient, c'est en gros depuis 1980 quand la Chine a basculé vers le capitalisme pour aller vite. La croissance chinoise a été tellement forte qu'elle a d'une part eu besoin d'énormément d'énergie, donc très vite la Chine est devenue le premier acheteur de pétrole du monde et évidemment du Moyen-Orient, remplaçant en cela le Japon. Deuxièmement, il est le plus grand fournisseur de toutes sortes de biens au Moyen-Orient, les biens de consommation, les mêmes que nous, mais aussi des biens d'équipement, des machines, des raffineries, des usines et des infrastructures, les ports, les aéroports, etc. Et pour faire ça, la Chine, d'abord, elle a besoin d'un Moyen-Orient en paix. Et deuxièmement, elle n'a pas choisi de partenaires
principaux. Elle était l'ennemi de tout le monde, pratiquement jusqu'à, disons, 2023. Elle avait signé des accords à long terme, des accords commerciaux, mais qui avaient quand même un caractère stratégique, avec des engagements à acheter chaque année tant de pétrole, mais réciproquement de vendre un certain nombre de biens chinois, et tout ça étant compensé pour éviter de dépenser des dollars. Alors il y avait des systèmes donc assez équilibrés, et tous les pays étaient en partenariat avec la Chine, y compris, j'insiste beaucoup, Israël. Et tout ça reste. Les Chinois ont des présences partout. Il y a un très bon ambassadeur chinois en Israël qui est extrêmement amical avec les Israéliens et qui n'arrête pas de répéter qu'Israël reste un ami. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'attaque russe sur l'Ukraine, puis la guerre en Iran, la Chine s'est trouvée un petit peu obligée de se rapprocher de ces deux alliés pour une raison majeure. C'est que depuis Obama, les Américains ont décidé que la principale menace d'avenir pour les États-Unis, c'était la Chine. Oui. Et c'est vrai que la Chine, c'est la seule puissance au monde qui peut un jour remplacer l'hégémonie américaine, d'abord parce qu'ils sont 4 fois plus nombreux, et que donc il suffit que les Chinois deviennent un peu plus riches qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils sont très loin des Américains, ils sont très loin des Européens, ils sont encore plutôt moyennement riches ou moyennement pauvres, mais dès qu'ils seront un peu plus riches, ils auront une puissance, un PNB comme on dit, une production nationale qui sera plus importante que celle des États-Unis, jusqu'à 2 ou 3 fois. Donc, on voit bien que les Américains ont eu peur et s'en sont pris aux Chinois. Donc, les Chinois se sentent agressés par les États-Unis, sentent que les Européens, au lieu d'avoir une politique indépendante, sont obligés d'obéir aux Américains. Et donc, et se rapprocher de la Russie, se rapprocher de l'Iran, c'est en même temps, c'est faire face à l'Amérique. Voilà, il suffirait que les Américains disent aux Chinois calmons-nous et faisons des deals, ce qui n'est pas du tout exclu dans l'avenir, puisque vous savez que bientôt Trump va à Pékin, pour que les choses s'arrangent et que la Chine ne soit pas cet allié apparent des Russes et des Iraniens, qui, entre nous, ne sont pas la tasse de thé des Chinois. N'oublions pas que les Chinois, ils ont eu une révolte islamiste, les Ouïghours. Et donc, eux, c'est pas des fanatiques comme les Iraniens, comme l'islamisme. Pour les Chinois, l'islamisme, c'est un danger autant que nous. Oui. Au bout du compte, d'une certaine manière, c'est quand même la Chine qui est impactée plus sérieusement par le blocus américain, parce que c'est surtout du pétrole qui est en direction de la Chine, qui est retenu aujourd'hui dans les ports iraniens, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas ? C'est une question centrale. L'apparence aujourd'hui de la Chine, c'est on est serein, pas de panique, et on est prudent. Pourquoi pas de panique? C'est parce qu'évidemment, ils ont besoin du pétrole du Moyen-Orient, mais il y en a qui arrivent quand même, celui des Émirats et des Saoudiens par les pipelines. Une partie passe par le détroit d'Ormuz, donc ils reçoivent du pétrole. Ils ont des stocks énormes. Ils ont profité en particulier des besoins que les Iraniens et les Russes avaient de vendre du pétrole alors qu'ils sont sous sanction au seul acheteur qui était la Chine, pour acheter beaucoup de pétrole à des prix extrêmement intéressants. On était à $60, ils ont dû les acheter à 50. Aujourd'hui, c'est 120, vous voyez. Donc, ils en ont profité pour garnir des stocks. Ils ont de la place. Donc, ils sont pas aux abois. Ils ont beaucoup diversifié leur système énergétique. Ils ont des centrales nucléaires. Ils en ont plus de 60, plus que la France, plus que les États-Unis. Ils ont créé des barrages extraordinaires. Le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze qui donne l'électricité. Ils sont les premiers fabricants et utilisateurs de panneaux solaires. Donc, ils ont des alternatives, et puis ils peuvent acheter du pétrole ailleurs. Ils vont en acheter plus aux Russes, et puis il y a beaucoup de pays dans le monde qui vendent du pétrole. Donc, il n'y a pas de panique immédiate. Mais c'est vrai, vous avez raison. À long terme, le détroit d'Ormuz ne peut pas rester fermé, et d'autant que la Chine est devenue, avec notamment Trump qui commence à faire des guerres commerciales, qui devient le pays le plus protectionniste du monde,
curieusement, ce pays qui est dirigé par un parti communiste est le plus grand promoteur du libre-échange mondial. Et la liberté des mers, c'est essentiel pour la Chine, d'autant qu'il y a d'autres détroits par lesquels le pétrole passe et par lesquels les marchandises chinoises passent pour aller vers l'Europe. Vous avez le détroit de Malacca, là, qui est coincé entre la Malaisie et l'Indonésie, qui sont pas des vassaux de la Chine, donc la Chine s'inquiète. Et puis il y a le détroit de Bab-el-Mandeb et le canal de Suez que les Chinois pratiquement n'empruntent plus, font le tour par l'Afrique. Donc tout ça préoccupe énormément la Chine, parce que au fond, la politique chinoise, c'est un petit peu l'antithèse de la politique de Trump. Trump dit la paix par la force, et les Chinois disent la paix par le commerce. Et donc la liberté du commerce, c'est essentiel pour les Chinois. Donc vous avez raison. Cette fermeture du détroit d'Ormuz, d'abord, c'est une très bonne idée américaine. On peut s'étonner qu'ils ne l'aient pas eu du premier coup. C'est les Iraniens qui leur ont donné l'idée. C'est une trouvaille. Mais ça ne peut pas durer très longtemps parce que les démocraties n'ont pas la patience des dictatures, en gros. Ouais. On le comprend bien et effectivement, on va voir effectivement combien de temps ça va durer. Pour l'instant, le temps semble long, mais effectivement, les observateurs ici en Israël disent qu'il faut s'armer de patience pour régler ce problème. On le comprend. Ça ne se résout pas en 2-3 mouvements. Et en tout cas, merci beaucoup Daniel Habert de nous avoir expliqué donc ces relations dans ce qu'on pourrait appeler le nouveau Moyen-Orient après 2 mois de guerre, et également le rôle important de la Chine, même si on a le sentiment parfois qu'elle est en retrait. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, et n'oubliez pas que le 14 mai, dans 2 semaines, Trump et Xi Jinping se rencontrent. Voilà, alors ça sera important et on verra effectivement les répercussions, l'impact de cette rencontre sur ce qui se passe ici dans la région. Merci beaucoup à Daniel encore, à bientôt. À bientôt, au revoir. On croit tous connaître Wikipédia. On y va pour vérifier une date, un nom, un événement. On la traite comme une base solide presque naturelle, comme si l'information qui s'y trouve était déjà triée, validée, stabilisée. Mais cette image-là ne tient plus. L'exemple le plus parlant ces derniers jours, c'est la page de Noam Betan, le candidat israélien à l'Eurovision. Quelqu'un a modifié sa page, même pour annoncer sa mort. Faux décès, faux lieu, faux âge, et ce n'est pas une blague grossière. Le faux était mis en scène proprement, avec un bandeau de décès, une biographie au passé, une carrière arrêtée. Pendant un instant, le mensonge avait la forme du sérieux. Et c'est exactement ça le vrai sujet. Le problème de Wikipédia aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'elle puisse contenir des erreurs, c'est qu'elle puisse être manipulée avec les codes mêmes de la crédibilité. Quand un faux apparaît sur Wikipédia, il n'a pas l'air d'un faux, il a l'air d'un fait. En regardant l'historique de la page, on voit ce qui se passe vraiment, des ajouts, des annulations, des réinsertions, des corrections. Wikipédia n'est plus seulement une encyclopédie collaborative, c'est un espace de confrontation permanent, un rapport de force entre des contributeurs sérieux, des comptes jetables, des correcteurs, des militants vandales. Et ce qui se joue là est immense, parce que Wikipédia est partout. Elle est très bien référencée sur Google, elle remonte dans les premiers résultats. Et surtout, elle est devenue une pièce centrale de l'écosystème informationnel des intelligences artificielles. ChatGPT, Claude, Gemini et tous les autres évoluent dans un environnement où Wikipédia compte énormément. Autrement dit, ce qui s'impose sur Wikipédia ne reste pas que sur Wikipédia. Et ça peut ensuite irriguer le web, les moteurs de recherche, les assistants IA, les résumés automatiques, donc la perception collective. Depuis le 7 octobre, cette bataille est devenue particulièrement visible sur les sujets liés à Israël. Quand une page anglaise s'intitule « Gaza Genocide » ou qu'en français on trouve « Génocide à Gaza », on voit bien qu'on n'est plus seulement dans la description d'un débat. On est déjà dans l'installation d'un cadre narratif. Même Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, a lui-même dénoncé un problème de neutralité sur ce sujet. Et ce n'est pas limité à Israël. Sur les dossiers comme le Somaliland, où chaque mot engage une question de reconnaissance internationale, la manière de nommer les choses devient elle-même un enjeu politique. Donc, le cas de Noam Betan a donc de valeur de symptôme, montre que même une page apparemment anodine peut devenir un terrain de sabotage. Et que le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fake news visible, le danger, c'est la fake news qui emprunte l'apparence d'une vérité neutre. Wikipédia, donc, n'est plus seulement un livre ouvert, c'est devenu un front éditorial. Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel.
Boker Tov, Kevin. Daniel, nous commencerons cette revue de la presse par la manchette du Yediot qui se rapporte ce matin à la menace représentée par les drones explosifs au sud Liban. Oui, en manchette, le Yediot Aharonot titre ce matin sur les ministres du gouvernement Netanyahou qui s'insurgent. Ils accusent d'une certaine manière l'administration américaine de ligoter les mains de Tsahal au sud Liban et en surtitre une information qui prouve que malgré tout Tsahal dispose d'une certaine marge de manœuvre puisque le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a donné l'ordre de détruire les chaînes de production de ces drones explosifs qui sont situés en profondeur au Liban. En sous-titre, le journal rappelle que 2 soldats israéliens et un civil ont été tués la semaine dernière par ces drones. Et d'ailleurs, la photo en illustration ce matin en première page du Yediot Aharonot est celle des obsèques du sergent Liam Ben Hamou à Herzliya, un de ces 2 soldats tombés la semaine dernière. Le Israël Hayom mentionne en première page la future menace des drones offensifs les plus dangereux. Oui, effectivement, le journal nous explique en sous-titre que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est devenue le théâtre de l'utilisation de ces drones explosifs. Ce sont des drones spéciaux qui sont guidés grâce à des réseaux cellulaires locaux et qui représentent une menace aussi pour l'État d'Israël. Il suffit désormais de brancher un modem sur chacun de ces drones, de le connecter avec un SIM local et cela permet par exemple à un terroriste qui serait situé à Téhéran d'actionner un drone qui pourrait frapper n'importe quel site à l'intérieur de l'État d'Israël. Pour l'instant, au sein de Tsahal, on connaît le problème, on admet d'avoir pas de réponse pour l'instant efficace à cette menace. Le second titre dans la presse israélienne se rapporte à Alain Broglio, actuel dans les pourparlers qui ne sont pas entre les États-Unis et l'Iran. Oui, les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, pardon. Il s'agit des journaux qui précisent que l'Iran a rendu hier sa dernière proposition, mais que celle-ci est bien loin de satisfaire les Américains, puisqu'elle n'apporte aucune solution réaliste au dossier du nucléaire iranien. Le Israël Hayom annonce que les États-Unis ont repoussé la réponse iranienne et on croit savoir que Donald Trump a décidé de poursuivre son blocus des ports iraniens, qui semble particulièrement efficace. Le Yediot Aharonot parle du dilemme de Donald Trump, lancer une offensive massive militaire mais de courte durée contre des cibles iraniennes ou bien poursuivre des négociations qui n'ont que peu de chances d'aboutir. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes des 2 grands quotidiens ce matin à propos de l'Iran? Dans le Yediot Aharonot, Radzimbet cite des officiels israéliens qui estiment que le statu quo actuel pourrait être la solution privilégiée. Ils estiment que la pression économique provoquée par le blocus américain des ports iraniens pourrait conduire les Iraniens à assouplir leur position, tout en reconnaissant que cela peut aussi permettre au régime iranien de développer son programme nucléaire ainsi que de restaurer son programme de missiles balistiques. Quant à Beni Sabti, qui est un expert du dossier iranien, il écrit dans le Israël Hayom ce matin qu'il est persuadé que le régime iranien ne pourra pas survivre à long terme et que le sentiment selon lequel les Iraniens tiennent le choc face aux États-Unis et Israël, eh bien ce sentiment est une pure illusion qui va se révéler très rapidement fausse. Selon lui, les mollahs savent que le peuple iranien est au bout du compte le seul capable de menacer l'existence du régime. Shirit Avitan Cohen parle ce matin dans le Israël Hayom de chaos total au sein de la flottille Soumoud qui devait se diriger vers Gaza. Oui, Shirit Avitan Cohen explique qu'en Israël, on est satisfait de la mise en application de la première phase d'opposition à la flottille. C'est intervenu la semaine dernière avec une vingtaine de bateaux qui ont été arraisonnés par les forces de Tsahal. Des militants qui étaient à bord ont été arrêtés et conduits pour interrogatoire en Israël. Ils sont soupçonnés d'activités subversives et terroristes. Mais ce n'est qu'une partie de cette flottille Soumoud. De nombreux autres bateaux avec à leur bord environ 1 millier de militants sont toujours en mer et les dirigeants hésitent à se confronter aux forces maritimes de Tsahal. Côté israélien, on affirme que cette flottille est comme une poule sans tête qui bouge encore mais qui n'est déjà plus efficace. Le Conseil de la paix du président Trump a d'ailleurs condamné cette flottille Soumoud. Le docteur Michael Milstein est un des experts sécuritaires du Yediot Aharonot et ce matin, il met en garde face aux développements qui interviennent actuellement en Judée-Samarie, Daniel. Oui, effectivement, le docteur Michael Milstein est inquiet. Mon pays, écrit-il, est en train de changer de visage. De quoi s'agit-il? De la politique qui est actuellement menée par le gouvernement israélien en Judée-Samarie et qui, selon le docteur Milstein, consiste à faire disparaître la ligne verte et à de facto annexer la Judée-Samarie à l'État d'Israël. Comment? Eh bien, par exemple, en créant
maintenant des dizaines de fermes agricoles israéliennes sur les hauteurs de la Judée et surtout de la Samarie, ce que le gouvernement considère comme étant l'une des leçons à tirer du 7 octobre va pour le docteur Milstein à l'encontre des valeurs sur lesquelles l'État d'Israël s'est créé. Selon lui, la conduite actuelle du gouvernement israélien dans ces régions est mue par 3 paramètres: la méfiance envers l'autre, c'est-à-dire les Palestiniens, l'intime conviction que la force peut résoudre tous les problèmes et le désintérêt total de ce que pourrait en dire l'Occident, ce qui représente 3 problèmes pour le docteur Michael Milstein. Et puis dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, une analyse de Smadar Perry sur ce qui se passe actuellement au sein de la population libanaise. Oui, Smadar Perry raconte qu'elle a reçu récemment un coup de téléphone d'un de ses contacts les plus anciens au Liban. Celui-ci est un des proches conseillers du président Joseph Aoun et il a expliqué à Smadar Perry la complexité de la situation. D'un côté, il y a dans la direction libanaise beaucoup de personnalités qui voudraient effectivement négocier un accord de paix avec Israël, mais il y a également l'opposition farouche du Hezbollah et au milieu, affirme-t-il, il y a le peuple libanais qui voit sa situation se dégrader et qui voudrait pouvoir reprendre son destin en main. Selon lui, il peut percevoir un horizon optimiste dans lequel le Liban signera un accord avec Israël et les Libanais pourraient devenir même là une sorte de main-d'œuvre dont l'État d'Israël a besoin pour remplacer les Palestiniens qui, depuis le 7 octobre, ne sont plus les bienvenus. C'est une analyse donc de Smadar Perry ce matin dans le Yediot Aharonot. Et puis pour terminer, Daniel, le Maariv nous conduit à Eilat où s'est tenue durant le week-end la Likoudia. Oui, il s'agit d'un rassemblement des principaux militants du Likoud qui cette année prend une dimension particulière à l'approche des élections législatives. Et au cours de ce rassemblement, on a pu découvrir les premiers classements des députés les plus populaires au sein du grand parti de droite. Le Maariv nous livre les 25 députés les plus populaires et qui ont donc une chance de se retrouver en bonne position dans la prochaine liste électorale du Likoud. En tête de ce classement, le président de la Knesset, Amir Ohana, les ministres Eli Cohen, Miri Regev, Gila Galmiel, Yariv Levin et Israël Katz. Ceux qui sont en bas de liste parmi les plus connus sont Boaz Bismuth, Ariel Kellner et Avi Dichter. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Daniel. Merci d'être avec nous sur Radio Kalita. On a bien besoin de votre éclairage ce matin. Ça fait plusieurs jours qu'on l'espère, cet éclairage depuis la décision de Naftali Bennett de rejoindre, ou en tout cas de fusionner avec le parti Yesh Atid. Vous avez été surpris d'abord par cette décision ? Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi ? C'est-à-dire c'était une manœuvre que Naftali Bennett devait enclencher pour s'imposer, passer, on va dire, comme l'a dit Amit Segal, déjà en finale face à Binyamin Netanyahou dans la prochaine confrontation électorale ? Oui, tout à fait. Vous l'avez, je crois, aussi vous-même signalé, Daniel, dans votre tribune d'ActuJ cette semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle une win-win situation. C'est les deux parties sont gagnants. Yair Lapid était en chute libre dans les sondages ces dernières semaines. Il s'approchait dangereusement du seuil d'éligibilité. Il était à 6-7 mandats dans les sondages, donc il devait faire quelque chose pour sauver sa peau et la peau de ses députés. Naftali Bennett, lui, n'était pas en chute libre dans les sondages, mais avait un concurrent dangereux au poste de candidat de l'opposition face à Netanyahou, c'est Gadi Eisenkot, qui lui augmentait de semaine en semaine dans les sondages, surtout donc en reprenant les mandats de Lapid. En réalité, Eisenkot était arrivé autour de, je crois, de 14-15 mandats, alors que Bennett était autour de 20. Et donc, Bennett aussi avait besoin de faire quelque chose pour se confirmer la place du challenger à Netanyahou au poste de Premier ministre et le candidat du bloc d'opposition. Donc, en réalité, c'était une réunion d'intérêts de ces deux hommes qui, on le sait, ont toujours été des bons amis en politique. Ils ont déjà fait des choses ensemble par le passé, que ce soit en 2013, lorsque Netanyahou ne voulait pas de Bennett et du sionisme religieux dans son gouvernement. C'était Lapid qui avait mis ça comme condition, et ils avaient fait ce qu'on appelait à l'époque Brit Ha'achim, l'union des frères, et puis en 2021 ils ont formé ensemble un gouvernement, et donc c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens de cette alliance politique, donc pour ça que pas forcément étonné, et lorsque les intérêts se rejoignent, alors tout devient plus cohérent. Alors vous avez certainement suivi les interviews que Naftali Bennett a données durant la fin de semaine, en particulier à la plupart des médias et des journaux israéliens. On y voit un Naftali Bennett qui monte au créneau, qui est très, on va dire très
très dur même avec Benyamin Netanyahou, mais ça c'est pas obligatoirement nouveau, mais on le voit même parfois menaçant. On l'a vu par exemple avec dire attention, j'ai les officiers de la police à l'œil. Ça n'a pas plu à tout le monde cette manière de parler de Naftali Bennett. Vous avez aussi été étonné par cette manière de s'exprimer qui on va dire en dehors on va dire de certains slogans qu'il a lancés, il n'a pas donné de véritable plan d'action pour son parti et pour le parti avec Yair Lapid, un plan d'action pour l'avenir de l'État d'Israël. Ça dépend évidemment des appréciations. Je crois que Bennett surtout veut montrer qu'il s'est affranchi, veut montrer à son électorat aujourd'hui, qui est l'électorat essentiellement du centre et de la gauche, en tout cas une grande partie de son électorat vient maintenant du centre de la gauche, puisqu'il est le seul candidat, il veut être le seul candidat du bloc face à Netanyahou, donc tous les gens qui ne veulent pas de Netanyahou sont censés voter Bennett. Et pour ça, je crois qu'il doit s'affranchir officiellement de Netanyahou, qui, je vous rappelle, Bennett était le chef de cabinet de Netanyahou, a gouverné aux côtés de Netanyahou pendant plus d'une dizaine d'années, et était un petit peu, on va dire, certains disaient son poulain, d'autres disaient son Brutus, hein, chacun ira de son analyse, mais là, il doit convaincre un public qu'il n'est plus celui qui est dans la poche de Netanyahou comme il l'a été pendant de très nombreuses années. Et donc, il y a probablement une volonté d'affranchissement, de s'affranchir de Netanyahou et de se placer comme son challenger principal. Et donc, évidemment, cela entraîne des attaques directes, et c'est ce qui vous a probablement gêné dans ces interviews. Encore une fois, il faut savoir quel est le public qui est visé. Je crois que le public que vise aujourd'hui Bennett ne sont pas les gens qui ont beaucoup d'estime pour Netanyahou. Les gens qui ont de l'estime Netanyahou voteront probablement Netanyahou ou pour une autre figure moins clivante. On peut parler de divorce entre Naftali Bennett et la droite israélienne, bien que lui-même se réclame être celui qui est le véritable homme de droite, le véritable nationaliste dans l'échiquier politique israélien, et pas Netanyahou, ou en tout cas pas la coalition actuelle? En tout cas, avec une bonne partie des électeurs. Après, vous avez raison de signaler, Daniel, par rapport à la définition de droite. Bennett se dit être toujours un homme de droite, qui sait que lui, contrairement à Netanyahou, n'a jamais ordonné de retrait de territoire de Judée-Samarie. Netanyahou s'est retiré de Hebron, de 13% de la Judée-Samarie, etc. Bennett n'a pas voté ni pour le retrait des implantations du Gush Katif, de la bande de Gaza, etc. Donc lui, il répète aujourd'hui encore, en 2026, étant candidat aux côtés d'Yair Lapid, Bennett garde le narratif que lui, en tout cas dans sa politique sécuritaire et sa politique par rapport à un État palestinien, ce qu'on définit généralement la droite et la gauche en Israël, c'est-à-dire la position par rapport à la présence juive en Judée-Samarie et la volonté ou non de créer un État palestinien. Sur ça, encore une fois, Bennett a gardé son narratif où il se dit beaucoup plus à droite que Netanyahou sur ces questions-là. Après, ça c'est j'ai envie de dire la définition, j'ai envie de dire rationnelle de la droite et de la gauche en Israël. Mais la droite et la gauche, ça va aussi au-delà du rationnel. Aujourd'hui, on a une sorte de définition tribale de la droite et de la gauche en Israël. Et Netanyahou a créé autour de lui une sorte de tribu de gens qui le soutiennent, une tribu assez grande, et que sans forcément lier aux actes, aux décisions politiques, alors on se dit de droite. Pareil pour la question économique. Dans le monde entier, la droite et la gauche se séparent sur des questions économiques. La droite baisse les impôts et retire l'État, donc baisse les allocations et retire l'État de la vie des gens. Et la gauche, au contraire, augmente les allocations et augmente les impôts. Netanyahou, de facto, de ces dernières années, mène une politique économique plutôt de gauche, puisqu'il a des alliés ultra-orthodoxes et des alliés comme Ben Gvir et Smotrich et autres, qui sont plutôt d'une vision plutôt socialiste que capitaliste. Mais là encore, quand on crée une tribu de droite, on rentre plus dans les détails des prises de décision, est-ce qu'elles sont de la droite économique ou de la droite ou non, et ça crée donc une vraie tribu. Et vous avez raison que Bennett aujourd'hui, en tout cas, si on parle aux gens dans la rue, ne le considère pas comme membre de cette tribu. Alors, il y a encore un inconnu, une inconnue, c'est la position de Gadi Eisenkot. Est-ce que vous avez le sentiment que Eisenkot va rejoindre ce bloc formé par Bennett et Lapid, ou alors il va rester, on va dire, au maximum
pour dire jusqu'au bout du compte, après, selon les sondages, pour rester et dire, voilà, je peux, moi, m'imposer plus facilement que Naftali Bennett? Je crois que c'est le vrai combat qu'il va y avoir entre eux maintenant. C'est-à-dire, en réalité, vous et moi avons parlé beaucoup de Bibi et Bennett ces dernières minutes, mais je crois que dans les semaines et mois à venir, le vrai combat va être entre Eisenkot et Bennett. Qui va être le challenger? On est encore vous avez parlé de l'exemple footballistique, on est encore dans la demi-finale, on n'est pas encore dans la finale. Et qui va être en finale face à Netanyahou? Et je crois qu'il va y avoir un vrai combat entre ces deux hommes. Et je crois que Eisenkot va tout faire pour être lui le candidat au poste de Premier ministre face à Netanyahou. Et il va essayer de pousser la chose le plus possible en espérant que les sondages l'aident. Je crois que le but d'Eisenkot, c'est de se placer quelques mois, un peu avant la fermeture des listes, au-dessus de Bennett et Lapid, pour montrer que c'est lui qui doit être le candidat de la gauche. Il risque d'ailleurs d'être soutenu par Yair Golan dans cette lignée, puisque Yair Golan et Eisenkot sont très proches, nous le savons, puisque Yair Golan était l'adjoint d'Eisenkot quand Eisenkot était chef d'état-major. Ils ont plus ou moins la même vision du monde et ils sont plutôt proches. Et j'imagine que Yair Golan, qui préférera évidemment que ce soit Eisenkot, le chef du bloc du centre et de la gauche, plutôt que Bennett, fera tout pour faire gagner Eisenkot. Et donc on a là un vrai combat entre ces deux hommes dans le bloc d'opposition. Alors, il va y avoir énormément de démarches, on peut s'y attendre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il y a, puisque vous avez été député du parti Amina et vous avez bien connu Naftali Bennett, il y a une inconnue encore qui s'appelle Ayelet Shaked. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez que peut faire Ayelet Shaked si elle décide de revenir en politique? Est-ce que pour elle, il vaut mieux peut-être se rajouter, on va dire, à quelqu'un comme Gadi Eisenkot? Je ne suis pas sûr qu'elle acceptera de le faire, ou plutôt, vous la verriez plutôt du côté d'une formation qui serait comme celle de Yuli Edelstein, de Moshe Kahlon et de Gilad Ardan, qui n'est pas encore formé, qui serait une sorte de Likoud bis. Vous pouvez imaginer ce que peut faire Ayelet Shaked dans la conjoncture actuelle? Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais c'est vrai qu'Ayelet Shaked représente, et ça a été aussi l'analyse puisqu'on a parlé d'Amit Segal, l'analyse d'Amit Segal de cette fin de semaine. Paradoxalement, Ayelet Shaked, qui s'est présentée aux dernières élections, et j'étais avec elle dans la liste, représente le public qui peut faire basculer les élections. Puisqu'en réalité, vous savez que c'est toujours très serré les élections et ça se joue à quelques mandats près. 1, 2, 3 mandats qui doivent passer d'un camp à l'autre. Ayelet Shaked représente ce camp des gens de droite qui ne sont pas bibistes, qui ne soutiennent pas aveuglément Netanyahou et qui sont critiques du personnage et de la politique Netanyahou, mais qui ne sont absolument pas prêts à ce qu'il y ait un gouvernement de gauche juste parce que ça ne soit pas Netanyahou. Donc ce sont des gens qui sont de la droite idéologique, mais qui ne voient pas en Netanyahou le vrai candidat de la droite idéologique. C'est ça la mouvance que représente Ayelet Shaked, qui n'est pas très grande, puisque c'est une mouvance de personnalités, de personnes qui réfléchissent, qui ne sont pas tribales, justement pour suivre la tribu comme des moutons derrière Netanyahou, et qui ne sont pas non plus assez, j'ai envie de dire, haineux de Netanyahou pour aller aveuglement du côté gauche, et qui se trouvent au centre de la carte, en tout cas dans la droite idéologique, mais entre ces deux blocs. Et ce sont ces mandats qui vont probablement fixer l'avenir du pays et qui sera le prochain Premier ministre. Et la question est, est-ce qu'elle-même va se présenter ou est-ce que cette mouvance va être représentée sur la carte politique? Nous savons qu'Avigdor Lieberman voudrait vraiment qu'Ayelet Shaked le rejoigne. Je crois qu'il est même prêt à lui donner la 2e place pour lui justement ramener ses mandats donc de droite idéologique non bibiste. Et il y a aussi ces membres du Likoud qui ne sont pas d'accord avec Netanyahou, comme Yuli Edelstein, comme Gilad Erdan, que vous avez cité, comme l'ancien ministre Moshe Kahlon, etc., qui pourraient créer aussi une formation politique. Et en fait, donc c'est cette zone-là de la droite idéologique qui n'est pas prêt à suivre aveuglément Bibi dans toutes les aventures, qui pourrait fixer qui sera le prochain Premier ministre. La question est-ce qu'ils vont réussir à s'organiser? Est-ce que Shaked va faire le choix de re-rentrer dans l'arène? Ça, l'avenir nous le dira. Alors, il y a dans toute cette présentation, il y a une sorte d'impasse sur une mouvance, c'est le mouvement sioniste religieux, pas le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, mais la mouvance, le mouvement sioniste religieux que l'on voit partout, en particulier dans l'armée au cours des 2 dernières années.
où est-il, pour qui peut voter un électeur du mouvement sioniste religieux du mainstream, qui n'est pas, on va dire, comme on dit, Hardal, proche de Bezalel Smotrich, mais qui est dans le mainstream du sionisme religieux. Pour qui peut-il voter aujourd'hui, à votre avis ? Je crois qu'il correspond tout à fait à la mouvance dont j'ai parlé tout à l'heure. Une bonne partie de ces gens-là dont vous avez parlé votaient Shaked par le passé. D'ailleurs, un des représentants de cette mouvance, c'est l'actuel maire de Givat Shmuel, qui est aussi un petit peu la ville symbole, je crois, du public dont vous parlez. Yossi Brodny a fait le choix aujourd'hui de rejoindre Lieberman, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que Lieberman drague exactement cette mouvance dont vous parlez, du sionisme religieux qui ne se retrouve pas forcément dans Bezalel Smotrich, qui, on va dire, a accepté, plus qu'accepté le fait que les ultra-orthodoxes ne s'enrôlent pas à l'armée, alors que cela va à l'encontre, je pense, de l'idéologie du sionisme religieux qui pense que l'armée est une mitzvah et la plus grande mitzvah même de la Torah, et que le fait que Bezalel Smotrich a été plutôt conciliant avec ses collègues Goldknopf et Deri sur cette question-là, donc a du mal de se retrouver en ça, même si beaucoup reconnaissent les bonnes choses qu'il Beaucoup reconnaissent les bonnes choses qu'il fait pour la Judée-Samarie au niveau de la construction. Donc il y a à ce niveau-là un public qui ne se retrouve pas, et je crois que ce public se trouve exactement dans cette zone dont je parlais, de la droite idéologique, évidemment totalement opposée à l'État palestinien pour les implantations Judée-Samarie, mais qui n'est pas prête à aller aveuglement ou derrière Smotrich ou derrière Netanyahou dans des alliances où ce sont plutôt les ultra-orthodoxes qui mènent la barque. Mais pourtant, il semblerait d'une certaine manière, c'est peut-être un peu un paradoxe, quelque part aujourd'hui, de voir que le parti sioniste religieux, il n'a pas de foyer juif, je dirais aujourd'hui. Il n'a pas de foyer pour se retrouver sur le plan électoral. Mais c'est possible qu'aussi au niveau du parti sioniste religieux de Smotrich, s'il continue d'être à 4 mandats dans certains sondages, en tout cas dans le sondage de la 14, ou en dessous de 4 mandats dans toutes les autres chaînes, c'est-à-dire en dessous du seuil d'éligibilité, j'imagine qu'il va devoir lui aussi faire quelque chose à un moment donné. Une alliance, est-ce qu'il va s'allier de nouveau avec Ben Gvir, ou est-ce qu'il va peut-être rentrer dans le Likoud? Il y a des rumeurs aussi de ce genre qui dit que Smotrich soit sauvé par le Likoud, ou au contraire, est-ce que ça va ouvrir une perspective d'une nouvelle formation politique? Il y a des gens qui se chauffent sur les lignes, comme on dit en hébreu, comme l'ancien général Erez Wiener, je crois qu'il s'appelle, et d'autres qui peut-être vont créer une nouvelle formation, ou peut-être que Smotrich sera prêt lui aussi à faire un peu comme Lapid a fait, à donner à quelqu'un d'autre d'être à la tête du parti pour sauver le parti. Ça, nous avons encore quelques mois d'ici là, mais c'est vrai que vous avez raison que paradoxalement, ce public qui est un public important et majeur du pays, qui est le sionisme religieux, qui est en tête dans tellement de domaines, à l'armée, dans l'économie et dans d'autres domaines, en politique, se retrouve aujourd'hui sans vraie formation politique stable, en tout cas qui ne représente pas sa position dans le pays. On espère tous que cela changera d'ici les élections. Alors, une dernière question. Vous avez été membre du parti de Naftali Bennett, Yamina, je le disais, vous avez été député du parti de Yamina. Aujourd'hui, si demain les élections devaient se dérouler, vous voteriez, vous, pour Naftali Bennett ? Alors, on a encore quelques mois jusqu'aux élections, et je crois que comme beaucoup d'Israéliens, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas pour qui je voterai aux prochaines élections. Eh bien, vous aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a apparemment 25% de la population israélienne qui ne sait pas encore pour qui voter. Je pense que beaucoup de gens dans le mouvement sioniste religieux ne savent pas pour qui voter. Donc, effectivement, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que vous n'irez pas voter probablement pour l'instant pour Naftali Bennett. C'est ce que l'on peut en tout cas déduire de votre réponse. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Kalfon, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir donné vos estimations concernant cet échiquier politique qui va être en mouvance, on va dire, au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.